bosquets, massifs, roses, pastels ardents. Pas à croire. Nous en étions là, sur un banc de marbre, Madame Van Seeckt nous racontant, une fois de plus, ses séjours en Chine, avec son mari, général, génial réorganisateur de l'armée Mao, et que le funeste petit clown n'aurait pas tenu seulement 2 mois. Ah, monsieur Céline, croyez-moi, son mari, là... Vous savez, monsieur Céline, le triomphe du diable tient surtout à ce que les personnes qui le connaissaient bien ne sont plus là. Vous pensez si cet Adolphe peut s'en donner, il ne craint personne, un autre diable seul. Je pensais en effet que ça allait de plus en plus mal. Cette Madame Van Seeckt radotait, mais je crois assez justement, plus aucune nouvelle de ma mère, ni de personne, un petit peu par les radios. Les levées de barricades dans Paris, tout le personnel du Brennard communiqué par Lausanne, toute la ville d'ailleurs, croupiers, manucures, commerçants, et le Legationsrat lui-même, notre Führer, bien d'avis tous que Radio Zotens était autrement plus sérieux que Télé Goebbels. Schulz, notre Führer, se déclarait pas nettement pro-allié, mais à chaque vraiment grande défaite, il faisait dire une grande messe à l'église des Thermes, lui et sa famille communiaient, rien à dire. Nous étions là à réfléchir dans cet endroit d'enchantement. Madame Van Seeckt nous faisait voir, entre les roses, l'endroit où s'élevait, quelques briques tenaient encore, le pavillon des philosophes, où Grimm, Madame de Staël, Constant se rencontraient chaque matin. Madame Van Seeckt venait ici toute petite. Elle connaissait tous les buissons, tous les sentiers, tous les labyrinthes, des espoirs des gouvernantes. Je connais aussi un peu la Chine, l'Italie et l'Espagne, et Monte-Carlo. Je dois dire, monsieur Céline, j'ai été gâté, comme on ne l'est plus. Même une reine, je le dis sans pudeur, c'est fini. Même une reine de droit divin doit tenir compte de l'opinion de ces gens, la milliardaire la plus choyée à sa fiche à jour, dont sa femme de chambre prend grand soin, les plus petites folies de sa patronne, grand dîner, amant, fausse couche, au doigt et à l'œil, autre temps, plus fragile que Marie Stuart, plus gaieté que Marie-Antoinette, toujours est-il, monsieur Céline, ignorante je suis et mourrai, stupidité. Une addition à plus de 4 chiffres, je laisse aux autres, je suis perdu. Je dois dire, Lily, danseuse, trouvait aussi très naturel que je refasse les additions. Comme c'était risible, nous nous amusions, et comme il faisait beau, chaud cependant aéré, un temps de paradis, moi qui suis toujours inquiet, jamais à jouir de la minute, ne voyant personne là autour, ni sous les arceaux, ni sur les pelouses, je me demandais le pourquoi de ce silence, surtout à 11 heures du matin, le moment des familles, par un temps pareil, notre enclos de roses, parfumé, pas à tenir, que Lily pourtant si discrète, demande à Madame Van Seeckt si nous ne pourrions pas nous promener vers l'autre banc, vers les platanes, l'ombre. Madame Van Seeckt nous racontait comme au Brennard, jeune marié, son mari, alors capitaine, avait provoqué en duel l'ambassadeur du Brésil à propos d'une rose. Oui, une rose pourpre noire tombée de haut sur leur balcon, des fenêtres de l'ambassadeur. Exprès, l'accusait son mari. Non, protestait son excellence. L'affaire s'était arrangée, bien grâce au prince. Le prince Metternich. Madame Van Seeckt avait encore des souvenirs, bien d'autres. Hartung, Hartung, une sirène beugle, attention, attention, et tout de suite une de ces fanfares, l'annonce encore d'une victoire, impossible, depuis au moins 2 ans il n'y avait plus que des reculs, une paix séparée avec la Russie, ça se pouvait, l'haut-parleur était assez loin, entre l'hôtel et la roseraie, j'écoute, nous écoutons, il ne s'agissait pas d'une victoire. Hartung, Hartung, mais d'un attentat contre Hitler. Bouquet. Ils ne nous disent pas s'il est mort? Madame Van Seeckt remarque, et elle ajoute, s'il n'est pas mort, ça va être beau. Vous n'avez pas à être surpris, lecteur. Au moment de cet attentat, les faits incidents quiproquos s'entremêlèrent, que maintenant encore, vous vous retrouvez souvent en mésentente parallèle, conjurations contradictoires. Le mieux, je crois, imaginez une tapisserie,
haut, bas, travers, tous les sujets à la fois et toutes les couleurs, tous les motifs, tous en dessus dessous. Prétendre vous les présenter à plat, debout ou couché, serait mentir. La vérité, plus aucun ordre en rien du tout à partir de cet attentat. Il l'aurait tué, réussi, c'était un ordre. Maintenant voyez où nous en sommes, qu'il est échappé, entré dans le désordre pour toujours. Donc trouvez assez naturel que je vous raconte l'hôtel Brennard, Baden-Baden, après le Lowen, Sigmaringen, où nous ne fûmes pourtant que bien après. Faites votre possible pour vous retrouver. Le temps, l'espace, chronique comme je peux, je dis. Peintres, musiciens font ce qu'ils veulent, d'autant fêtés couverts de milliards et d'honneurs. Cinéma, jeu de boules, moi là, historique, il me serait daigné de coudre tout de traviole, foudroyé, sué alors, Zabus, folle honte, me sauvant loques et lambeaux, la meute aux chausses, pitié à pendre. Je vous salue, messieurs, mesdames, les jeux sont faits, tant pis, larguez, retrouvez-vous, la roulette cahote, bonne mine, la boule dingue, contrition, sottise, la faute de cet attentat mot. Ah, messieurs, mesdames, bien sûr je n'apercevais personne dans cet enclos du paradis, ni sur les bancs, ni dans les charmilles, qu'ils s'étaient joliment planqués, dès les premiers Achtung, Achtung, dans le fond des caves du Brennard, qu'on ne les entende, ni ne les regarde. Mais là, la piscine, tout de suite, tout près, redoublement d'engueulade, un boucan, pas seulement des haut-parleurs, mais du public, tout le Brennard, le personnel et les clients, tout ça se foutait pas mal d'Adolphe et de l'attentat, qu'ils les déchiquetaient ou non. Tes fesses, morue, va te faire dauffer, au jus, putain. Quel cul qu'il pouvait en avoir. Gros cul, à qui? Le Führer est mort. T'en sais rien, salé. Allô, ré. Unverschämt, éhonté, raus, dehors. Ça tournait mal, et tout de suite d'autres cris. Elle a le droit, boche, enfioté. Vous insultez une jeune fille. Une jeune fille? Oh, Gog. Là-dessus, ça se boxe, vlang, paf, la suceuse. De la roseraie, nous entendions tout, que ça tournait en vraie bataille, les pour et les contre, mais les fesses à qui? Trice, malheureuse. Toute la vallée fait écho. Sors d'ici, Goyo! Une femme s'échappe de la piscine, elle court, elle vient vers nous. Madame Van Secht! Nous la connaissons. Mademoiselle de Chamarande. C'est pour elle, pour ses avantages, que toute la piscine hurle et se bat, et que ça continue, vlof, broum, de ces châtaignes, un plus gros vrouf, du plongeoir et un autre, ils se foutent à l'eau, et dans la flotte ça continue. Mademoiselle de Chamarande est là, elle s'assoit à côté de nous, hors d'haleine, son maillot en loques, elle prend la main de Madame Van Secht, elle pleure. Madame, je vous en prie, ils m'ont frappé, ils sont fous, ils veulent me tuer parce que leur Führer est mort, ils vont venir, Madame Van Secht, ils vont vous tuer tous, ils m'ont dit. Mais pas du tout, mon enfant, le Führer n'est pas mort, il en a vu d'autres, seulement un petit attentat, vous n'êtes pas assez couverte, voilà tout. Ces hommes baigneurs voient trop de choses, la belle affaire. Votre maillot est trop léger, couvrez-vous et restez là. Tenez, mon mouchoir, séchez vos larmes, vous n'aurez plus Dieu bientôt. Mais mon peignoir, Madame Van Secht, ils m'ont arraché mon deuxième peignoir, jaune et rouge, ils n'ont pas voulu me le rendre. Évidemment, je vais aller vous le chercher, moi, ils me le rendront. Madame Van Secht, ils sont furieux, fous furieux. Pas avec moi, belle amie, la vieillesse dégrise les plus fous. Attendez-moi, ils seront bien trop contents de me le rendre, votre peignoir, jaune et rouge, vous dites. Nous restons là, tous les quatre. Exact, elle y va, l'allée de sable vers la piscine, à petits pas, et elle revient presque tout de suite avec le peignoir rouge et jaune. Ils ne vous ont rien dit? Bien sûr, rien du tout, cher ami. Couvrez-vous maintenant. Nous allons rentrer à l'hôtel, tous ensemble. En effet, nous passons, nous quatre, à travers l'attroupement de Loufia. Ils se boxaient un instant avant, maintenant très tranquilles. Pas un murmure. Madame Van Secht les regarde, s'arrête. Tout de même, vous voyez,
Tout n'est pas de leur faute, cher ami. En fait, notre demoiselle avait tout fait depuis son arrivée, 3 semaines, que tous les mâles de la piscine deviennent intenables. Un nouveau maillot tous les jours, de plus en plus provoquant. Oh, des superbes fesses, j'admets. Mais ce qu'elle pouvait faire avec, de ces déhanchements, appel de rein dès le plongeoir, et puis en nageant, une manière de crawl qui lui faisait 10 croupes à la fois, tapant dans les mousses, sur l'eau, sous l'eau, de quoi bien retourner la piscine, je veux dire les clients, coiffeurs, croupiers, garçons de bain, et les désœuvrés de notre hôtel, officiers en convalescence, bien sûr, les nerfs à bout. Cet attentat contre Adolphe avait fait monter la température, mais en plus, elle, là, son derrière, sans Madame Van Seeckt, elle se faisait lyncher. D'un mot, le calme est revenu. Nous repassons devant cette horde, ma sœur, maître de bain, cuisinier, clique bien sournoise, courbette partout, mademoiselle de Chamarande, sauf sa manie déplorable de tellement faire valoir son séant, était une personne très gentille, même très sympathique, instruite, pharmacienne à Barcy-sur-Aude, collaboratrice de hasard. Elle avait été aimée et très amoureuse d'un avocat de la milice. Ils allaient se marier. Leur idylle avait tourné court. 2 jours avant le débarquement, les fifis l'avaient abattu, le fiancé, en plein prétoire. Elle s'était sauvée, sa maison brûlée, sa pharmacie, tout et sa grand-mère, un temps qu'Essès l'avait trouvée dans les luzernes. Un maquis entier la cherchait. Si elle l'avait échappé, juste, à plat ventre entre les balles, ah, mademoiselle de Chamarande, les émotions, elle pouvait être un petit peu drôle. En se sauvant, elle avait rejoint toutes les familles miliciennes à Gérardmer. Et ce n'était pas tout. En prenant ses bains, elle avait fait la conquête de toute l'ambassade d'Allemagne en étape de repli vers Francfort, plus les croupiers de Monte-Carlo qui devaient ouvrir à Stuttgart une autre école filiale d'ici, puisqu'elle n'avait plus d'officine, plus de maison, plus de grand-mère, plus que des voyous partout autour qui la recherchaient pour la scalper. La demoiselle Passotte s'était rendue plus qu'aimable avec les messieurs des deux bords, croupiers gaullistes, nazis d'ambassade. Toutefois, peut-être un peu trop de croupe pour des gens jeunes et sur les nerfs, surtout du plongeoir. La preuve, vous avez entendu cette basse bataille entre les loufiats de Vichy résistants au culte, au Brennard, et les habitants de Baden-Baden, mutilés boches, bosco tordus des hôpitaux, qui venaient aussi à la piscine, s'offrir un striptease à l'œil, exaspérés forcément, bien prêts à nous bousiller, tous déjà préparés les pavés qu'ils allaient nous passer au cou. C'était fait sans Madame Van Seeckt. Nous profitons de l'accalmie. Nous reprenons la berge de l'os. Quelqu'un accourt au-devant de nous. Fräulein Fischer, encore une qui nous aime bien et qui se vante d'être très méchante. Les Américains l'ont fessée. Elle nous met tous dans le même sac. Elle est laide d'une certaine façon, si quasimodo que ça peut que lui avoir fait du bien. À Alger qu'elle s'est fait fesser, au consulat, elle était là chez Schulz, à présent sa secrétaire. La nature l'avait servi, toute sa joue gauche une tache de vin, les cheveux rouges, drus que de vache, les yeux un œil gris, l'autre bleu et louchante. Elle faisait aussi son effet, elle s'en vantait, qu'elle était du Harz, du massif pays des sorcières. D'abord elle soignait son décor, partout dans sa chambre, peinture et poupées de sorcellerie, au mur, en bibelot, en assiette, pendant du plafond, autant de sorcières chevauchant balais. Vous savez, elle nous prévenait, nous allons toutes au sabbat. Elle tenait à cette bonne légende, elle se voyait touillant la marmite, nous dedans et les Américains à bien bouillir, dépioter. Alger, au moment du débarquement, les Amerlocs l'avaient passé au coaltar, nous les responsables, un monde. Là, si pressés de venir au-devant de nous, quelle bonne nouvelle. Docteur, c'était pour moi. Monsieur le Legationsrat voudrait parler au docteur, urgent, si vous voulez bien. Mademoiselle Fischer, à vos ordres. Je vous suis. 2 minutes, j'étais chez Schulz. Docteur, vous savez ce qui s'est passé? Oh, à peu près, monsieur le ministre, à peu près. Oh non, docteur, vous ne savez pas. Vous allez savoir. Vous connaissez cet hôtel. Vous avez été partout. Oui, à peu près, il me semble.
Alors s'il vous plaît, si vous voulez bien, je vais vous faire accompagner par un homme à moi. Il aura une clé spéciale, passe-partout. Vous connaissez. Inutile de frapper aux portes. Vous ouvrirez, vous trouverez des malades. Si vous êtes assez aimable, prenez tout ce qu'il faut, vous savez, votre sacoche. Surtout cela. Je vous donne les numéros. Il écrit 113, 117, 82. Entrez sans frapper. Ils pourraient ne pas vous ouvrir. Ne leur dites pas que c'est de ma part. Oh, pas un mot, monsieur le ministre. Ensuite, lorsque vous aurez donné vos soins, revenez me voir. Vous ne parlerez à personne de ce que vous aurez observé. Jamais, jamais. La tombe stricte, la tombe, monsieur le ministre. Alors bien merci, docteur. Nous nous reverrons après. Après. Ce sont des chambres que je connais, 117, 113 surtout. Pas très sorcier. Ça s'est allé depuis des mois, il y avait qu'à les regarder un peu. Tous ces gens, les gros du Brénard, les plus grands appartements, surtout le 117, avaient trompé dans le complot, pardi, les manias à brouettes de marque. Peut-être qu'ils s'étaient suicidés. Ça que le Schultz m'envoyait voir, je raffolais pas. Y était mort ou était saoul. Du moment que l'on célèbre quelque chose, bon ou mauvais, l'humain se rondit, baffre maximum. Je prends ma seringue, ma trousse, mes ampoules. Voyons si ça s'est pendu. Je me dis tout près, là, le 113. D'abord, voyons. Toc toc. On ne répond pas. Le loufia au passe ouvre. Une femme sort du noir, une belle brune, dépoitraillée, échevelée. Ah, c'est vous, cher docteur. Entrez donc, voyons, entrez. Je crois qu'en fait de complot, ce qui se passe, c'est plutôt un genre de partouze. Combien ils sont? 5, 6 formes bougent. Là-bas, au fond, pas mon affaire. Cette femme était assez distante d'habitude. À peine un espèce de sourire. Là, le peignoir ouvert, je la vois plus aimable, brusque. Elle m'embrasse. Elle veut peut-être que je me joigne. Zut, je ne viens pas pour ça du tout. Je viens pour m'en aller. Ils sont combien? Je distingue mal. Un méli-mélo. Je reconnais un garçon d'étage et un commandant et une manucure. À poil celle-là. Et 5, 6 couples. Tout ça dans l'obscurité. Ils ont tout fermé. Ils n'ont qu'une bougie, une seule. Qu'est-ce qu'ils foutent en plus qu'ils se massent? Des incantations. Ça sent l'encens. J'y vois mieux. Je m'accommode, comme à la radio. La belle échevelée ne m'embrasse plus, elle me laisse, s'affale. Tout de suite, elle ronfle. Ah, je vois au mur une grande photo, celle d'Hitler, pendue à l'envers, avec en large un crêpe, à travers le cadre. Il devait célébrer sa mort. Ce que m'avait recommandé Schultz de jamais en parler à personne pardi, que leur bombe avait fait fiasco. Ils étaient fins là à se peloter comme si c'était réussi. Pas crevé l'Adolphe, pas du tout. Le colonel Chauve et le môme liftier à même le tapis, saoulent aussi les deux. Oh que tant, ils vomiraient. Les autres aussi, pas drôle du tout. L'Hitler à l'envers qui était drôle, orné du grand crêpe. Je dis au porte-clés, ça va maintenant le 117. Je vois encore qu'ils ont mis des tables, 3, 4, avec tout ce qu'il faut, des poulets entiers découpés, des énormes compotiers de tout, fruits glacés, meringues. Ils n'ont même pas pu y toucher tellement ils dégueulaient déjà. Les caisses de champagne, ils en avaient pour bien 8 jours. Ma brune si accueillante ronfle. Elle s'aperçoit pas que je m'en vais. Les autres chambres doivent être aussi libertines. 214, 182. Peut-être pas tous en messe noire. Alors à jouer du piano, enfiler des perles, en attitudes édifiantes. Dans les circonstances tragiques, il y a toujours 2 clans, ceux qui vont voir couper les têtes, ceux qui vont pêcher à la ligne. On jouait du piano au salon, en bas j'entendais, le tout de descendre 3 étages. Je dis au porte-clés, allons-y. Je m'étais pas trompé, pas qu'en un salon, dans 2, dans 3 salons, grand rassemblement des familles, ô mais très convenable, industriels et généraux convalescents, et français collaborateurs, père, mère, les enfants et petits chiens. Sûrement ils savent pour l'attentat, mais pas l'air du tout soucieux, tout à la musique. J'entends lidar, romance, juste notre Constantini chante. Il a de la voix, c'est un fait. Madame Von Seeckt l'accompagne très bien sans partition, tout le répertoire, comme elle veut, tous les opéras. Si vous croyez que je vais dire qui
L'air favori de Madame Van Seeckt, désuet peut-être, mais agréable, surtout en ces salons d'époque, brocart, velours, cordelière, pompons, haute lampe, immense abat-jour. Si vous croyez... Maintenant à Marie, le fils du ministre anglais, autant notre Constantini, plutôt Hercule, autant Améry et le genre fluet, gentleman, dandy, oh mais pas affecté du tout, ça va, puisqu'on chante en avant, et qu'il s'accompagne lui-même. Mademoiselle d'Armentières, parlez-vous, Mademoiselle d'Armentières. Lui a plutôt la voix grave, il serait basse. Mademoiselle d'Armentières, Hasenbenkis fortière. Madame Van Seeckt n'est pas prise au dépourvu par la mademoiselle d'Armentières, qu'elle t'attaque plaque de ses accords sur l'autre piano à secouer les familles, qu'elle chante aussi les familles au refrain en français et en anglais, vous dire jusqu'où peut aller la bonne entente. Mais je vois là-bas tout au fond quelqu'un qui me fait signe du vestibule. Ce quelqu'un c'est Schulz. Oh, je lui dirai rien du tout. On parle toujours trop, j'y vais, il m'emmène, un couloir, un autre, vers l'extrême autre aile de l'hôtel, les salons de la correspondance, où personne ne va jamais, encore un autre salon privat. Il s'assoit, moi aussi, à lui de parler. Docteur, tout ça va finir. Vous êtes certainement au courant. De rien du tout, monsieur le ministre. Je n'ai rien vu, rien entendu. Vous répondez très bien, docteur. Mettons. Mais moi alors, je dois vous dire que toutes les chambres de cet hôtel doivent être évacuées cette nuit même, vides demain matin, mettons à midi. Ordre du ministère, et pas une seule de ces personnes ne doit rester à Baden-Baden. Avez-vous beaucoup de malades, je veux dire malades alités? 2 peut-être. Ils iront à l'hôpital. Madame Van Seeckt s'en va aussi. À l'hôpital? Où elle voudra, ou à l'asile. Elle est folle. On viendra la chercher ce soir. Ne lui dites rien. Bien, monsieur Schulz. Vous, docteur, vous, mes instructions. Vous êtes affecté à Berlin à la Reichsarztkammer. Le professeur Arras se chargera de vous là-bas. Vous prenez le train demain à l'aube, un train de troupe. Je vous conduirai à la gare, moi-même. Vous ne dites rien, à personne. Oh, soyez sûr, monsieur Schulz, je peux tout de même emmener ma femme, et mon chat, et le Vigan. Certainement. Mais ne voyez personne autre, voulez-vous, et ne dites au revoir à personne. Je vous ferai porter dans votre chambre vos 3 repas pour ce soir, et un panier pour le voyage. Et demain à l'aube, soyez prêts, mettons 5 heures. Certainement, monsieur le ministre. Ils se doutent pas les autres là-bas, l'autre aile, ce qui les attend. Ils chantaient toujours, on les entendait, un petit peu. Ils écoutaient un autre artiste, cette fois un Allemand, une très belle voix. Walter, oh Walter. Schumann. Je n'ai jamais revu personne de ces réfugiés de Baden-Baden. J'ai appris il y a pas très longtemps qu'Améry avait été pendu à Londres. Londres est comme qui dirait fait pour. Et l'accordéon, la hache aussi, un psaume, entre.